Ravi de vous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale consacrée comme chaque jeudi aux dossiers économiques qui défrayent la chronique. Et justement, c'est chez nos voisins et frères tunisiens que l'actualité est la plus brûlante cette semaine. Les négociations officielles entre Tunis et le Fonds monétaire international en vue de l'obtention d'un prêt ont commencé en début de semaine, au terme de plusieurs mois de discussions techniques intenses. Une délégation du FMI s'est en effet rendue sur place pour tenter de transformer l'essai. Selon la ministre des Finances, Siham Nemsia, le montant du prêt qui sera contracté par son pays sera déterminé lors de ces pourparlers. De son côté, Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a salué lors de son dernier déplacement à Tunis la récente publication par son gouvernement de son plan de réforme, un programme qu'il a qualifié justement de crédible et de plus à même de susciter l'adhésion générale. Quelles sont donc les chances de voir ces négociations aboutir? Comment la Tunisie en est arrivée à solliciter encore une fois l'aide du FMI et quelles perspectives économiques pour les mois prochains? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités du jour, à commencer par le docteur Aram Belhadj, enseignant-chercheur en économie à la faculté de Naples, qui nous rejoint par Skype depuis Tunis, et M. Mahfoud Kaoubi, expert international, par téléphone et non par Skype, on a changé de méthode, et je disais M. Mahfoud Kaoubi, expert international en économie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors justement, Monsieur Belhadj, on va commencer avec vous. Partons d'abord à Tunis avec le docteur Belhadj. Justement, comment la Tunisie en est arrivée à négocier un nouveau prêt qu'on dit qu'il sera entre 4 et 6 milliards auprès d'une institution financière internationale comme le FMI, après celui déjà contracté il y a 4 ans? Oui, c'est vrai. C'est le troisième depuis la Révolution. La Tunisie espère la conclusion d'un accord très très important. Et en fait, l'importance de cet accord réside en fait dans la situation, surtout la situation des finances publiques. On sait très bien que la Tunisie traverse une crise multidimensionnelle, surtout avec ce qui se passe actuellement à l'échelle mondiale, avec l'augmentation des prix des matières premières à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien entendu, avant, c'était l'effet Covid qui a vraiment impacté d'une façon substantielle l'économie tunisienne et ça a aggravé en fait la situation des finances publiques. Donc la Tunisie sollicite encore une fois le FMI, cette institution de Bretton Woods qui est dans son rôle, qui accorde des financements en contrepartie d'un certain nombre de réformes. De réformes ou de concessions, Monsieur Belhadj? Excusez-moi? Je disais de réformes ou plutôt de concessions économiques? C'est une question que je vous adresse. C'est des réformes. Très Maintenant, la Tunisie, actuellement, il y a une délégation officielle du Fonds monétaire international qui est à Tunis, qui va négocier avec le partenaire tunisien, la délégation tunisienne. Oui. Et en fait, il y aura, si vous voulez, l'établissement d'une matrice des réformes sur lequel il va y avoir le déblocage. Il va y avoir d'abord le Staff Level Agreement et puis par la suite l'avis du conseil d'administration du FMI et puis bien entendu le déblocage de la première tranche. Donc vraiment la contrepartie de ce financement qui sera accordé par le Fonds monétaire international, c'est vraiment concrètement une matrice des réformes. Et c'est là où réside l'importance de cet accord. Cet accord, il va permettre le renflouement, si vous voulez, entre guillemets, des caisses de l'État, en fait, dans une situation qui est très compliquée, la situation des finances publiques. Ça permet, bien entendu, de donner un signal fort aux marchés financiers internationaux et aux partenaires parce qu'il y a, en fait, vous savez très bien qu'il y a des difficultés pour la Tunisie de sortir sur les marchés financiers internationaux, surtout avec une note souveraine qui n'a pas cessé de dégrader cette période. Et donc, en fait, ce signal qui sera accordé par le FMI va permettre à la Tunisie de sortir sur les marchés financiers internationaux, ce qui est très important.
va permettre également aux partenaires de débloquer des montants qui ne sont pas anodins, et donc ça va permettre également d'appuyer, et c'est ça vraiment l'importance de ce programme également, c'est d'appuyer en fait la Tunisie dans son processus ou bien dans son programme de réforme structurelle. Très bien. Restons à Tunis donc avec le docteur Belhadj. Nul ne se confronte au FMI sans y laisser des plumes, si vous me permettez cette image, docteur Belhadj. Quelles sont selon vous les concessions que la Tunisie devra faire en plus de celles prévues dans le programme de réforme, et doit-on s'attendre à des augmentations d'impôts et autres taxes? Écoutez, la tâche ne sera pas ardue, ne sera pas facile, pardon. Elle sera très ardue, surtout que l'historique de la Tunisie avec le FMI n'est pas vraiment au beau fixe, quoi, parce que exactement. Rappelons qu'il y avait deux accords, comme je l'ai mentionné, comme vous l'avez mentionné vous-même. Il y avait un accord en 2013, en fait, sur 1,9 milliard de dollars. La Tunisie n'a eu que 1,7 et le programme s'est arrêté à cause d'une augmentation des salaires. C'était un engagement de la Tunisie de ne pas augmenter les salaires, mais finalement, le gouvernement il a été obligé de décliner devant les demandes de l'EGTT. Donc, un nouveau Juste programme... une précision, Dr Belhadj, la maîtrise de la masse salariale sera encore une fois au cœur de ces négociations. Tout à fait, tout à fait. Je reprends tout à l'heure, mais permettez-moi de vous dire qu'un deuxième programme, il a été lancé en 2016, et ce programme également sur 2,9 milliards de dollars, la Tunisie n'a eu 1,5 milliard de dollars, et le programme s'est arrêté à cause, encore une fois, d'une augmentation des salaires. Et cette fois-ci, franchement, la tâche ne sera pas facile parce que au cœur, ou bien si vous voulez, le point fondamental, le point de discorde qui demeure encore et toujours, c'est vraiment la masse salariale et les entreprises publiques. Ces deux points sont cruciaux pour le FMI, pour la Tunisie également, mais également pour le GTT. Et le GTT, jusqu'à maintenant, l'Union générale des travailleurs tunisiens, c'est-à-dire le syndicat principal en Tunisie, jusqu'à maintenant, il refuse catégoriquement cette diminution de la masse salariale. Qui dit diminution de la masse salariale dit le gel des salaires, dit le gel des recrutements. Donc, c'est des choses qui sont inacceptables pour le GTT également. Sur le volet entreprises publiques, qui dit réforme des entreprises publiques, dit peut-être la vente d'une partie ou des participations de l'État, de quelques participations de l'État. Et là-dessus également, le GTT refuse catégoriquement. Donc, vraiment, il y a deux points fondamentaux de discorde, et ça va peut-être impacter le déroulement des négociations. Ça va peut-être rendre encore la chose plus difficile pour ce gouvernement qui espère franchement signer un accord très très important, d'une importance cruciale pour la Tunisie. Très bien, docteur Belhadj. Donc je synthétise vos notes et vos remarques à notre cher professeur Kaoubi. Donc la masse salariale qui sera au cœur de ces négociations, le gel des salaires et une certaine précarité peut-être pour les ménages tunisiens les plus démunis qui se profilent à l'horizon. À partir de ces données, professeur Kaoubi, est-ce que la Tunisie a d'autres choix que d'aller voir chez le FMI? D'autres choix, je pense que non. La marge est réduite et, comme venait de l'expliquer Dr Belhadj, au-delà de l'apport en matière de financement, donc l'apport financier, un accord d'ajustement ou un accord au prix du FMI pour un financement constitue un signal fort, aussi bien pour les créanciers publics que pour les créanciers privés. Et ça permet donc à un pays de trouver plus de facilité de paiement ou de rééchelonner éventuellement des dettes auprès, que ce soit du Club de Paris ou du Club de Londres. Et dans ce sens, il est important de dire qu'un pays qui se retrouve dans une situation de cessation de paiement ou d'un grand déséquilibre de sa balance de paiement, c'est le cas de la Tunisie malheureusement, donc il est obligé... Il n'est pas encore question de cessation de paiement pour la Tunisie, on espère que ce ne sera pas le cas. Dans une situation de quasi-cessation, donc dans tous les cas, ce n'est pas une situation réjouissante, que ce soit surtout en matière de déséquilibre externe.
donc, qui concerne la balance de paiement. Et c'est dans ce sens où un pays, donc la Tunisie, doit arbitrer. Et c'est un dosage de conciliation entre les besoins des salariés, les besoins de la classe de salariés populaires, et donc les besoins des équilibres qu'exige le FMI. Parce que le FMI a son modèle et a ses recettes qui sont pratiquement standards. Maintenant, à chaque pays de trouver le dosage nécessaire qui ressort dans la matrice d'explication des déséquilibres. Recette plutôt libérale, n'ayons pas peur des mots, précisons-le. Libéral, le FMI, Oui. il l'affiche, donc Oui. il ne cache pas les choses. Le FMI explique le déséquilibre par un problème de balance de paiement, qui fait que les rentrées, donc les recettes, sont nettement inférieures que les dépenses. Très bien. Et dans un premier temps, la recette consiste à réduire de la consommation. Et c'est dans ce sens où des politiques dites de stabilisation doivent être entamées rapidement. Des politiques budgétaires, donc comprimer les dépenses, essayer d'augmenter les recettes. Vous parliez tout à l'heure de fiscalité, Oui. donc essayer de puiser dans les différents gisements et de rétablir l'équilibre budgétaire déjà, et d'essayer de réduire au maximum les dépenses. Le FMI est pratiquement allergique à l'augmentation des dépenses de Et à fonctionnement. la dépense publique, oui. À la De dépense toute ça. publique. Surtout le fonctionnement, donc les salaires principalement, et le train de vie des administrations. C'est pour ça que ces politiques, ces recommandations sont amères, sont indigestes socialement. Et généralement, dans des pays surtout où la situation de rapports politiques ou sociaux est pratiquement précaire, les choses deviennent difficiles parce que c'est pratiquement très, très difficile de trouver cette cohésion et cette unanimité qui ferait et qui serait indispensable pour dépasser le cap de stabilisation. C'est dans ce sens où le gouvernement et les syndicats sont appelés à trouver un juste équilibre qui permettrait surtout de tirer profit d'un financement et de passer à la chose la plus difficile qui est les réformes structurelles. Oui. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'arriver à relancer l'appareil de production, à trouver des solutions aux maux qui rangent l'économie, l'appareil économique. M. Belhadj parlait à juste titre des entreprises publiques, donc des entreprises qui souvent constituaient un gouffre financier pour l'État, et que c'est tout à fait normal de voir le FMI demander à trouver une solution à ces entreprises souvent moribondes ou qui continuent à consommer de la dépense budgétaire. Chose qui est intolérable pour le FMI. Et le FMI préconise les privatisations. Très bien. Ou les dissolutions de sociétés. C'est tout à fait normal que les syndicats n'acceptent pas ça. Mais ce n'est pas une question d'acceptation uniquement. C'est une question d'arbitrage et une question d'opportunité. Pour passer un cap autre, celui de se débarrasser dans le moyen terme des conditionnalités du FMI, et seule une meilleure productivité, un retour à la production, un retour à l'équilibre permettrait donc d'échapper aux conditionnalités, encore une fois intransigeantes et lourdes de conséquences socialement imposées par le FMI. Très bien. Donc sur la même longueur d'onde, vous l'êtes vous aussi avec le docteur Belhadj, monsieur Kaoubi. Donc l'Algérie et la Tunisie qui viennent de décider la réouverture des frontières terrestres fermées depuis plus de 2 ans pour cause de pandémie mondiale Covid-19, une décision annoncée par le président algérien depuis Alger en marge de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et qui a été bien accueillie, disons-le, du côté tunisien. Je vous laisse écouter quelques témoignages que les médias ont recueillis à Tunis. C'est la meilleure décision que le président Tebboune ait prise. On a attendu longtemps pour que les deux pays se mettent d'accord sur la date de la réouverture. Franchement, la meilleure chose qui puisse arriver à l'économie tunisienne. C'est grâce aux Algériens que l'économie tunisienne respire, donc ça ne peut qu'être une bonne nouvelle.
Je tiens à saluer les Algériens. Le tourisme et les touristes algériens sont très importants pour l'économie tunisienne. C'est pour cela que je tiens à saluer cette décision. Restons à Tunis avec le docteur Belhadj. Pensez-vous que la réouverture des frontières terrestres puisse en quelque sorte, que ce soit, changer la donne économique en Tunisie? Et est-ce que cela va peser sur ces négociations? Merci pour la question. Et sans doute, cette décision, c'est une décision qui est très très importante et qui arrive au bon moment, parce que n'oublions pas que, en fait, nos confrères, amis, le peuple algérien, les Algériens sont toujours les bienvenus en Tunisie. Ils ont constitué quand même, en fait, une bonne partie du tourisme, où ils font partie du tourisme tunisien. En 2019, je rappelle qu'il y avait 2,9 de touristes qui venaient de l'Algérie. Le tourisme algérien, ou bien le tourisme où le nombre d'Algériens qui sont en Tunisie représente quand même 30% de l'ensemble des touristes, ce qui n'est pas vraiment anodin. Donc, on parle de 40% des recettes touristiques globales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre, Monsieur Belhadj? J'ai pas le dernier chiffre, franchement, j'ai pas le dernier chiffre, mais ça m'étonne pas. Je pense que 30% quand même des touristes qui sont algériens, ça peut aller à 40% en termes de recettes, ce qui est très très important, surtout oui, en cette période ou bien en cette situation difficile pour la Tunisie. Ça d'une part. Donc vraiment la décision, c'est une décision qui est très importante pour la Tunisie. Également, je pense que pour nos confrères algériens qui sont toujours en fait les bienvenus en Tunisie, qui trouvent toujours en fait le cadre agréable pour passer leur séjour en Tunisie. Ça d'une part. D'autre part, la Tunisie est dans une situation où elle a besoin de tous les leviers, surtout les leviers de financement. Les réserves de change des touristes, que ce soit des confrères algériens ou bien des autres touristes, ça c'est quelque chose de très important. Mais la Tunisie a besoin d'autres leviers, les EDE, les transferts des Tunisiens à l'étranger, la production nationale, en l'occurrence la production des phosphates. Donc on peut pas dire que la venue de nos confrères algériens va peut-être constituer une alternative pour le problème des finances publiques. Je dirais que c'est une bonne chose pour la Tunisie, c'est une bonne chose pour le tourisme tunisien, c'est une bonne chose pour les relations entre la Tunisie et l'Algérie. Mais la Tunisie, en cette période très difficile, elle a besoin de tous les leviers, non pas seulement des réserves de change, des devises de nos touristes qui entrent sur le territoire, mais également des investissements directs étrangers, des transferts de la diaspora tunisienne et de la production, bien des recettes, des exportations et de la production nationale, en l'occurrence la production phosphatière et pétrolière. Très bien, Monsieur Belhadj. Une dernière question, puisque vous devez nous quitter. Vous avez rendez-vous sur le plateau de la télévision tunisienne pour parler, j'imagine, du même sujet. Il y a 4 ans de cela, le FMI, comme vous le disiez, recommandait à la Tunisie de s'attaquer au déséquilibre économique, contenir la dette et faire baisser le déficit budgétaire afin d'obtenir un prêt de 3 milliards de dollars. La Tunisie n'en a obtenu que la moitié. N'avez-vous pas l'impression que l'économie du pays soit dans une spirale infernale lorsqu'il s'agit de s'adresser au FMI? Écoutez, la bonne chose, c'est que le FMI est conscient de la complexité de la situation, non pas seulement tunisienne, mais la complexité dans le monde. Et ça, il l'a dit, il l'a répété à plusieurs reprises. Le FMI sait très bien que la pandémie, elle a complexifié la situation et surtout cette dernière guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc elle a rendu la tâche très difficile pour un certain nombre de pays, en l'occurrence la Tunisie. Vous voyez très bien ce qui s'est passé au Liban, malgré la situation catastrophique, le gouvernement libanais il a quand même décroché un staff level agreement. Donc je pense que avec ça, les négociations ne seront pas faciles, mais au final, la décision, ce sera la décision du conseil d'administration. Et je pense que la Tunisie va décrocher cet accord. En tout cas, ça va dépendre la signature de cet accord. Moi, je pense
que ça va dépendre de la capacité de la délégation ou bien les capacités techniques de la délégation tunisienne, de l'existence d'une vision stratégique pour la Tunisie, ça c'est quelque chose de très très important, d'une approche consensuelle, ce qui demande le FMI, il demande une approche consensuelle, surtout avec le partenaire social, le GTT, d'une feuille de route qui est claire, mais également d'une bonne communication. Donc, je pense que l'accord, il sera tributaire de la présence de ces conditions. Une bonne partie, je pense, de ces conditions sont là ou seront là dans un proche avenir. Vous étiez en direct avec nous par téléphone depuis Tunis, Dr Aram Belhadj. Merci d'avoir participé à l'édition spéciale. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Naples. Merci encore une fois. Docteur Kaoubi, je reviens vers vous. Alors, le taux d'inflation confirme sa tendance haussière en Tunisie. Au mois de juin 2022, une augmentation, encore une fois, pour atteindre le taux de 8,1% après 7,8% au mois de mai. Alors que le FMI demandera à coup sûr à la Tunisie de serrer la ceinture, nous venons de l'évoquer avec vous, avec le docteur Belhadj, réduire la masse salariale. Quelle est la marge de manœuvre pour le pays, un pays comme la Tunisie, dans ce cas de figure? Marge difficile et je dirais réduite, mais le génie, c'est ce qui détermine la capacité d'un pays de sortir de la crise dans des situations pareilles. Et le génie, c'est le degré 1 de maturité technique du plan de redressement. Le peuple tunisien nous a montré à plusieurs reprises qu'il faisait preuve d'une résilience anormale à se sortir de tout à fait. Crise cyclique. Sauf qu'il y a eu un enchaînement de situations d'instabilité qui est derrière la complication de la situation vécue actuellement. Donc, Rabi Arabi, situation d'instabilité institutionnelle, logique souvent éparse et non formulée d'une manière cohérente des différents acteurs politiques, ce qui fragilise sur le plan institutionnel le projet de réforme dans des conditions particulières. La deuxième chose, une situation revendicative extrême réduit la marge de manœuvre du gouvernement. Oui. Ce qui le rend dans une situation vraiment délicate entre, un, les exigences du FMI et deux, les revendications de la classe et des syndicats. Ce qui, je dirais, permettrait à la Tunisie de sortir, c'est un plan bien ficelé, une communication bien établie et un degré d'homogénéité entre le plan du gouvernement et les différents acteurs syndicaux. C'est uniquement ça qui permettrait de créer un front, un consensus qui accepterait la douleur. Parce qu'il faut dire les choses d'une manière très claire. L'accord avec le FMI constitue, dans la quasi-totalité des cas, un début de la douleur, oui, de l'administration d'une chimiothérapie qui est difficilement supportable, mais en cas, je dirais, de résilience, en cas de homogénéité entre les différents acteurs, c'est le début du salut. Les différents ajustements, les différentes corrections qui, certes, sont amères socialement, difficiles techniquement, mais qui permettraient une sortie de la crise. On espère pour le peuple tunisien que ce consensus serait au rendez-vous, que cette capacité technique, encore une fois, sur le plan bancaire et monétaire, la Tunisie a des bonnes traditions dans ce domaine, remettre de l'ordre dans l'économie, revenir à la production dans le secteur minier, des corrections dans le secteur public de l'État, donc les entreprises publiques, un équilibre budgétaire sur le court terme et une relance de l'investissement. M. Belhadj parlait de capter les IDE, donc la stabilité est nécessaire, un environnement adéquat est indispensable, donc et un retour à la normale par plus d'attractivité à l'investissement étranger. Et je considère que si les conditions seraient réunies par le gouvernement, un retour à la normale pourrait commencer à partir des mois prochains, Inch'Allah, pour le peuple tunisien. Justement, M. Kaoubi, la Tunisie est un pays qui se distingue par la force de ses
PME, ces PME justement qui essaient de se relancer après une crise Covid-19 qui a duré plus de 2 ans et qui a été suivie par un déclenchement de conflits militaires entre la Russie et l'Ukraine en Europe, avec les conséquences que l'on connaît. Ne pensez-vous pas, justement qu'une situation trop complexe imposée par le FMI puisse freiner la relance économique de ces PME? Non, au contraire, s'il y a un bon dosage dans le plan de redressement confectionné par le gouvernement, au contraire, le FMI est très, très favorable pour toute relance de l'économie par l'investissement, toute augmentation des capacités de productifs, surtout dans le secteur privé. Et voyez-vous, comme le secteur privé dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la confection, dans certains secteurs d'activité, il y a déjà un tissu industriel privé qui existe en Tunisie. Maintenant, il faut rétablir cette confiance qui a été un petit peu déstabilisée par ce qui s'est passé depuis 2011. Vous voyez, le temps passe vite et oui. Le séisme qui a touché la classe économique, sociale et les différents institutionnels aussi, a encore des répercussions aujourd'hui. C'est justement un plan de dépassement de cette crise qui est attendu de nos frères tunisiens, du gouvernement tunisien, pour rétablir les équilibres et revenir à une situation normale. Maintenant, une stratégie beaucoup plus profonde, une stratégie régionale serait appelée à être mise en place. Et là, c'est l'intérêt des différents pays du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie notamment, pour réduire des impacts des crises que le monde est appelé à vivre prochainement. Parce que et le Covid et la guerre en Ukraine a démontré que la contagiosité le taux de contagiosité est très élevé dans un monde de plus en plus mondialisé et qui est appelé à aller vers des groupements et une lutte sur les espaces qui sera beaucoup plus ardue et beaucoup plus accrue dans l'avenir. Très bien. Une dernière question, Monsieur Kaoubi, avant de rendre l'antenne. Elle s'impose, je l'ai posée au docteur Belhadj. Pensez-vous que la réouverture des frontières entre l'Algérie et la Tunisie, des frontières terrestres, j'entends, changera quelque chose à la donne économique actuelle entre la Tunisie et le FMI, et y voyez-vous surtout un signe de la part d'Alger? Bien sûr que ça changera des choses, parce que ça permet de renflouer les caisses, ça permet de donner une impulsion à un secteur qui est important en Tunisie, qui est le secteur du tourisme, et rien que par rapport à cela, ça améliore de la couleur des signaux de l'économie, ne serait-ce que petitement, mais c'est important dans des conditions pareilles. Donc, au lieu d'être au rouge, ça sera dans l'orange, et le FMI est très attentif à une amélioration des indicateurs. Et je dirais donc que l'acte que l'Algérie vient encore une fois de prendre envers la Tunisie est important, il est utile. Le timing est-il fortuit selon vous? Il est très très important, oui. Le timing, il est important. Maintenant, il n'est pas à lui seul suffisant pour régler tous les problèmes. Donc, utile, important, mais pas suffisant. Pas suffisant parce qu'il doit être relayé par d'autres mesures pour remettre la machine au travail et permettre aux potentialités existantes en Tunisie de se libérer et donc de réduire des déséquilibres qui sont de plus en plus grandissants ces dernières années en Tunisie. En une minute, Monsieur Kaoubi, ne pensez-vous pas, dans le cas où le FMI exigerait des conditions plutôt drastiques de la Tunisie, ne craignez-vous pas un autre retour de flamme par rapport à ces réformes un retour de flamme qui s'est déjà produit par le passé? Sincèrement, j'espère que nos frères tunisiens ont appris des leçons antérieures, qu'ils apprennent aussi des enjeux actuels et qu'ils dépassent leur clivage pour faire un front devant une situation qu'ils pourraient surmonter. Très bien. C'est la fin de l'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Restez fidèles à Al24 News et à très bientôt.